Salut à tous, c'est Frédéric Delavier. Ce soir, je voulais vous faire une petite vidéo un peu tardive, mais petite vidéo qui me semblait importante de vous faire pour vous expliquer pourquoi la Chine est en train d'opérer ce qu'on peut appeler une conquête économique du monde et quelles sont les véritables motivations pour la Chine, quelles sont les véritables motivations de cette conquête. Et vous allez comprendre que la Chine n'envisage pas du tout la richesse et la conquête de la même façon que peut l'envisager un Européen. Et les Européens ont été, pendant des siècles, les maîtres économiques du monde par la conquête qu'ils ont fait des terres et la conquête qu'ils ont fait des sols et des richesses de ces terres. Et vous allez comprendre que la Chine n'est pas du tout conçue de la même façon au niveau spirituel que les Européens, parce que le milieu qui a forgé l'âme chinoise, l'âme de son peuple, n'est pas le même. Et les hommes sont avant tout des émanations spirituelles du lieu dans lequel ils vivent. Et un Chinois ne pense pas comme un Européen parce qu'il n'a pas vécu sur le même milieu et que ce milieu ne lui produisait pas, ne lui donnait pas l'énergie de la même façon. Alors, avant de continuer cette vidéo pour vous expliquer cause des effets, puisqu'on vous parle souvent des effets aux informations, de ce qui se passe dans le monde, mais pas du pourquoi, du comment, je vais vous donner une bonne nouvelle qui est une bonne nouvelle pour moi, c'est que l'éveil des consciences va être traduit, donc première traduction en langue étrangère va être traduit en russe, et il sortira en Russie dans à peu près dans 8 mois, puisque c'est un livre de 700 pages avec une traduction qui va demander beaucoup de travail. Donc je suis très fier de voir mon livre qui va enfin être traduit dans une langue étrangère, et en général quand une langue tombe, les autres tombent aussi. Et ça va faire comme pour mes autres bouquins où j'ai été traduit en plus de 32 langues et plus de 5 millions de bouquins vendus, bien sûr, sur des dizaines d'années. Donc je vais continuer cette petite vidéo pour vous faire comprendre la façon dont fonctionne le monde et la façon dont pensent les peuples. Et vous allez comprendre qu'on ne peut pas comprendre les Chinois si nous essayons de les prendre pour des individus qui vont avoir la même façon que nous d'envisager la richesse et la conquête. Pour comprendre la Chine et pour comprendre sa conquête commerciale du monde actuel, que l'on peut voir avec ses ouvertures sur l'Europe et ses routes de la soie, c'est le terme français qu'elle est en train de créer pour envoyer ses marchandises vers l'Occident, donc vers l'Europe en passant par la Russie, il faut comprendre la façon dont la Chine s'est formée et la façon dont les Chinois sont devenus des êtres communautaires, bien plus communautaires que les Européens. Alors ce communautarisme chinois est vraiment propre. Alors il y a des pays plus ou moins communautaires en France, vous allez comprendre que le communautarisme chinois est ancré dans la mentalité des hommes chinois, du peuple chinois, et généré par la culture du riz. Les peuples se construisent toujours autour d'une source d'énergie, ce qui leur permet de croître et d'augmenter en quantité d'individus et de devenir des États et des empires. C'est
autour de l'énergie que se forment les communautés humaines. Et on peut voir que le chinois, le producteur énergétique chinois, qui est à la base du peuple chinois, puisqu'il ne peut y avoir d'individu que s'il y a des calories à ingérer, est un producteur essentiellement de riz. Alors évidemment, la Chine est un grand État qui va du nord au sud et qui a au sud des cultures qui sont plus des cultures de riz et au nord des cultures qui seront plus des cultures de céréales. Mais le riz est le végétal, producteur d'énergie, qui a structuré véritablement la psychologie chinoise. Il faut savoir que le riz, à la différence du blé, est un végétal qui demande avant tout à la collectivité villageoise de fournir un travail collectif pour créer tous les réseaux d'irrigation qui permettront d'irriguer les parcelles individuelles des paysans, mais aussi d'entretenir en permanence ces réseaux d'irrigation pour que les parcelles de riz, les rizières, soient correctement irriguées et entretenues. Donc elles ne se bougent pas. Donc c'est avant tout un travail de la collectivité et chaque membre de la collectivité sait qu'il dépend pour sa survie avant tout du groupe. Donc il est beaucoup moins individualiste que l'Européen dont l'énergie de base qui lui a permis son explosion démographique est le blé, et le blé ne demande pas un travail communautaire, il demande simplement à des paysans de bien labourer leurs champs et de travailler dur sur leurs parcelles pour produire un maximum de blé, ce blé qui leur permettra peut-être de s'enrichir, en tout cas de manger correctement. Donc ils savent bien qu'ils ne dépendent pas de la collectivité pour produire ce blé qu'ils pourront vendre, mais d'eux-mêmes, même si c'est la collectivité qui va leur permettre de vivre en vendant ce blé. Le Chinois, lui, sait qu'il ne pourra survivre qu'à partir du moment, en tout cas c'est dans l'esprit du producteur chinois, à partir du moment où il est intégré dans sa collectivité et il pratique des activités collectives à la base et ensuite son activité individuelle pour faire fructifier sa parcelle qui va, dans un souci d'égalité, être à peu près de la même taille que les parcelles des voisins du village, parce qu'il n'y a pas de raison qu'un individu travaille autant que les autres pour, en fin de compte, avoir une parcelle moins grosse que celle du voisin. Donc il va y avoir une espèce d'égalitarisme dans l'entretien, dans la taille des parcelles, qui va être en rapport direct avec le fait que tout le monde fournit le même travail pour irriguer toutes ces parcelles. Donc une société basée sur l'égalité et le communautarisme avant l'individualisme. Et c'est ça qui forme la communauté chinoise. Donc le chinois se conçoit non pas comme quelqu'un qui doit s'enrichir à tout prix pour survivre, mais comme quelqu'un qui doit travailler au sein d'une collectivité pour pouvoir y être intégré, manger et y vivre. Alors que l'Européen, au niveau du blé, ça forme la mentalité de notre peuple, de nos peuples européens. L'Européen qui est producteur sait que s'il arrive à acheter plus de terre que le voisin et à mieux faire fructifier son terrain, il pourra s'enrichir et avoir plus d'enfants et leur permettre de survivre. Donc il y a une réelle lutte entre les membres d'une communauté en Europe, en tout cas entre une lutte des producteurs pour pouvoir produire le mieux et le plus possible. Ce qui bien sûr va générer des besoins d'innovation permanents dans cette lutte entre producteurs, alors que le chinois n'a pas besoin, il est intégré dans sa communauté. Donc ça forme déjà des individus qui n'ont pas un besoin d'accumuler énormément de richesses pour pouvoir en vérité éloigner la concurrence et assurer l'avenir de leurs enfants, puisqu'ils savent que l'avenir de leurs enfants est assuré avant tout par leur bonne intégration égalitaire
au sein du groupe communautaire chinois, du villageois. Donc c'est fait des mentalités différentes qui sont difficiles à comprendre pour les Occidentaux qui sont dans la lutte permanente pour être le plus performant. Le Chinois, lui, essaye avant tout d'être le plus intégré dans sa communauté. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne va pas faire des inventions et des innovations. Donc, mais ce système pousse l'Européen à l'innovation, mais le pousse aussi au conflit et le pousse à écraser ses voisins. Mais ces deux économies sont des économies qui sont viables à long terme. Donc ça structure la mentalité chinoise d'une façon bien différente de la mentalité des Européens. Là-dessus, la Chine est un grand État formé de plusieurs États, de plusieurs principautés, qui sont administrés par par des fonctionnaires. Donc c'est un pays dont l'unité se fait autour d'un empereur, ou maintenant d'un président, mais où la caste des fonctionnaires est celle qui permet de régulariser les échanges entre les États et d'administrer en même temps les routes pour favoriser les échanges énergétiques entre tous les États, entre toutes les principautés chinoises, et ainsi de permettre à l'énergie d'être acheminée du nord vers le sud ou d'est en ouest, permettant une bonne répartition énergétique des denrées et des objets de toutes sortes, ce qui va permettre à la Chine de se maintenir sans troubles sociaux. Et ces groupes de fonctionnaires qui font l'esprit chinois viennent directement des systèmes villageois, puisque le système de fonctionnariat chinois est quasiment aussi vieux que la Chine. Donc c'est un État réellement communiste avec un système de fonctionnaires comme le Parti communiste chinois actuel. Et la Chine impériale avait ce système communautaire, ce système de fonctionnaires qui a perduré dans la Chine moderne communiste. Le communisme a toujours été quelque chose qui est sous-jacent à l'Empire chinois, puisqu'il découle directement du riz, de la mentalité générée par la culture du riz. Alors comment sont formés ces fonctionnaires? Et vous allez comprendre qu'on ne tombe pas sur une aristocratie qui dirige. Il y a évidemment une aristocratie guerrière à la base en Chine qui est fait pour protéger l'État chinois des envahisseurs, des pirates au sud, et on va dire des hordes de cavaliers du nord-est. Mais globalement, la Chine a une caste de fonctionnaires qui l'administre, et cette caste de fonctionnaires ne peut exister réellement dans sa capacité d'administration que si elle est unie par une formation bien particulière qui est la formation à la connaissance de l'écriture chinoise. Concevoir la Chine, c'est concevoir un État uni par une écriture faite d'idéogrammes, c'est-à-dire de signes représentant des symboles et non comme en Europe. L'Europe a été aussi structurée par une écriture, mais qui était une écriture sonographique, c'est-à-dire une écriture où des symboles représentaient des sons, ce qui est beaucoup moins fort pour unir de grandes régions. C'est pour ça que l'Europe a été en conflit permanent de ces États entre eux, parce que l'écriture européenne n'a pas du tout cette même capacité d'unification qu'à l'écriture par idéogramme. L'écriture par idéogramme est une écriture qui est très dure à acquérir, puisqu'elle contient des milliers de signes qu'il faut apprendre par un enseignement long, laborieux, studieux, et les fonctionnaires qui connaîtront cette écriture seront aussi formés à l'administration, à la gestion, et pourront à ce moment-là aller d'un État à l'autre en se jouant des langues chinoises, des langues de Chine, puisque la Chine, il y a beaucoup de langues, mais il y a une seule écriture, mais qui est pratiquée uniquement par la caste des fonctionnaires, puisqu'elle est très dure
à être utilisé, qui était, maintenant l'écriture a été simplifiée et tout le monde l'apprend, mais à la base c'était vraiment très dur, et ces fonctionnaires allaient se vendre auprès des principautés pour gérer ces principautés, les administrer, permettre les échanges énergétiques, les échanges diplomatiques entre les principautés de Chine qui étaient sous la gouvernance d'un empereur. Mais comment étaient formés ces fonctionnaires? C'est un système très organique, il n'y a pas une oligarchie de fonctionnaires à la base. Les fonctionnaires sont des hommes qui sont sélectionnés dans leur village par les villageois. On voit encore poindre le communautarisme chinois. Et ces fonctionnaires vont être sélectionnés comme étant les meilleurs capables, les plus intelligents, capables d'être de bons négociants, d'être de bons calculateurs, de bons diplomates. Donc ils vont être sélectionnés au sein de leur société de villageois pour être envoyés en formation dans des écoles, les formant à la maîtrise de l'écriture logographique, mais aussi d'autres écritures. On voit poindre un peu dans ce système la mentalité confucéenne où le sage accueille des élèves déjà instruits à l'écriture pour pouvoir les former à la gestion d'État, puisque si l'on a lu Confucius ou Lao Tzu, on voit que ce sont, même si c'est symbolique, ce sont des enseignements très symboliques, mais des enseignements d'une grande profondeur qui ont pour but la gestion économique d'État et non le fait de s'élever spirituellement vers une lumière et un savoir. Non, c'est très pragmatique la Chine. Le confucéisme et même Lao Tzu, l'enseignement de Lao Tzu, qui sont souvent assez similaires, souvent des textes qui se ressemblent, sont des enseignements qui sont faits pour la gestion. C'est des gens qui allaient se vendre avec cet enseignement. Confucius était un administrateur, un gestionnaire, une éminence grise pour des États. Donc quelqu'un formé déjà un lettré. Donc cette caste de fonctionnaires est issue directement des villages. Les villages choisissent les meilleurs éléments, les emmènent dans les écoles, et à ce moment-là, les meilleurs éléments vont se vendre auprès des princes qui, eux, sont chapeautés par l'empereur. Et s'ils sont efficaces, ils iront même un jour à la cour. Donc, ce qui fait que ceux qui sont à la cour, ceux qui se retrouvent dans les hauts fonctionnaires, sont des gens qui sont issus des villages et qui ont pour tradition de renvoyer l'ascenseur quand ils ont un poste puissant en permettant de meilleurs acheminements, en permettant des décrets, permettant la construction de routes ou le transport plus facile de marchandises vers les régions d'où ils viennent. Ils renvoient l'ascenseur, c'est ce qu'on t'a donné, tu le redonnes, c'est dans la mentalité chinoise. Donc tous les villages, tous les communautés chinoises ont intérêt à former leurs lettrés qui leur renverront l'ascenseur. Donc c'est comme ça que se forme le système des fonctionnaires chinois et des administrateurs chinois qui permettent de bien gérer toute la Chine, de permettre le bon acheminement de l'énergie entre les États et la bonne régulation énergétique. C'est ce qui fait la structure chinoise. On peut voir que dans ce système chinois, il y a des castes qui n'apparaissent pas comme on peut les voir apparaître en Europe. On voit on ne voit pas apparaître la puissance des intermédiaires et des commerçants comme en Europe. Pourquoi ? Parce que le système communautaire chinois des villageois qui font de la production au sein des villages reste communautaire au sein de ces villages et les villageois vont eux-mêmes vendre sur les marchés et dans les régions, puisqu'ils sont unis entre eux, ils vont choisir des gens de leur groupe pour aller vendre leurs marchandises. Donc, ils court-circuitent les réseaux des intermédiaires et des marchands négociants qui, en Chine, ne prennent pas d'ampleur, ne grossissent pas comme on peut les voir grossir en Europe, puisque en Europe, ce sont des productions beaucoup plus individuelles, et les individus, ils n'ont même pas des fois le temps, s'ils veulent produire sur leur parcelle de terre, d'aller eux-mêmes vendre leurs marchandises. À ce moment-là, il va y avoir la caste des intermédiaires et des commerçants qui va se développer
en Europe, cherchant à vivre sur les échanges énergétiques entre les indépendants qui produisent et ceux qui vont acheter leur production. Donc la Chine n'a pas ce système d'intermédiaire que l'on peut voir en Europe. Donc elle n'a pas ce système d'intermédiaire qui va ponctionner l'Europe et qui va créer dans certaines régions d'Europe cette caste des bourgeois et des grands commerçants qui va devenir, avec le temps, une concurrence directe aux royautés, aux oligarchies guerrières, aux aux royautés, aux aristocrates qui eux étaient issus de l'aristocratie guerrière qui défendaient les intérêts de leurs États qui n'étaient pas vraiment unis les uns avec les autres, puisque le fait d'avoir en Europe une écriture sonographique ne permet pas une unification totale de l'Europe derrière un système administratif de gestion comme la Chine. Donc l'Europe est une zone qui a été forgée spirituellement par le blé avec beaucoup plus d'individualisme et des États qui sont eux-mêmes, qui s'abritent derrière des langues, les langues permettant d'abriter des communautés qui font valoir avant tout leurs intérêts propres avant de faire valoir l'intérêt de l'ensemble d'un empire. C'est pour ça que l'Europe a été la région la plus en guerre pendant de nombreux siècles, parce que l'unification était très difficile à faire avec tous ces peuples cachés derrière des langues différentes qui ne pouvaient pas être unies comme en Chine par une écriture sonographique qui se joue, bien sûr, des langues, puisque l'idéogramme peut être utilisé par n'importe quel locuteur de langue différente, puisque si les sons, les paroles sont différentes, l'écriture est la même en Chine. Ce sont des idées véhiculées et non pas des sons traduits en symboles. Donc ce sont des symboles qui véhiculent des idées, non pas des sons. Donc l'Europe, c'est sonographique. La Chine, c'est logographique. Donc ça fait la grande différence. Donc l'Europe est une région qui était en perpétuel combat, en perpétuelle guerre entre des communautés beaucoup plus individualistes formées par le blé, avec beaucoup d'intermédiaires dans les relations énergétiques, ces intermédiaires qui étaient les commerçants et les négociants qui se mettaient entre le producteur et l'acheteur. Alors que la Chine, il y a beaucoup moins de négociants, ce sont les communautés coopératives, un peu même à l'époque, les communautés de producteurs qui vont choisir au sein de leur communauté leurs propres négociants pour aller négocier directement sur les marchés sans prendre leur part de bénéfices. Et on peut voir que cela va générer au niveau économique une façon de concevoir la conquête complètement différente et on va arriver à l'époque moderne. Si l'on voit actuellement l'Europe qui va à la conquête du monde, on voit qu'elle va à la conquête du monde, nos entreprises, nos dirigeants, dans le but de continuer à grossir pour ne pas se faire bouffer par plus puissant que soi. Puisque l'Europe est un monde qui est fait de concurrence interne permanente entre les producteurs et entre même les industriels maintenant. Donc c'est un monde de concurrence et si tu veux t'enrichir et assurer l'avenir de ta communauté, de ta famille, tu ne peux pas compter sur la communauté, tu ne peux compter que sur toi-même et ton enrichissement personnel. Alors que le Chinois, lui, s'il veut voir l'avenir de ses enfants assuré, ça passera d'abord par le fait d'être loyal envers sa communauté, de travailler pour sa communauté avant de travailler pour lui, puisque cette culture du riz a formé cette mentalité. L'Européen est tout le temps dans la conquête. Et cette conquête, on voit comment, par exemple, les Espagnols et les Portugais ont conquis à un certain moment le monde. C'était des aventuriers des affaires qui empruntaient pour aller
chercher des marchandises, découvrir des États et s'enrichir. Ils s'endettaient même pour s'enrichir encore plus. Ce n'était pas une communauté unie qui cherchait à avoir plus d'énergie. Il y a une lutte permanente. Donc l'Europe génère un peuple extrêmement agressif à cause de leur communauté, de leur concurrence interne, où où tous les individus essayent de bouffer les voisins pour pouvoir s'en sortir. Alors ça n'a pas que des inconvénients, le fait d'être extrêmement agressif en interne, que ce soit les États entre eux ou en interne des communautés, les producteurs entre eux et les industriels entre eux, les firmes entre elles pour voir qui va survivre, va générer énormément d'innovations et d'inventions, mais aussi beaucoup de guerres, qui vont être reprises plus tard et actuellement par la Chine dans son développement, la Chine qui est beaucoup plus régulée. Attention, quand on dit que la Chine ne fait pas beaucoup de guerres, est bien régulée, il faut savoir qu'une erreur en Chine, quand elles sont plus rares, elles entraînent des guerres beaucoup plus grandes, des révoltes beaucoup plus importantes, puisqu'elles touchent un État beaucoup plus grand, avec beaucoup plus d'individus, et elles génèrent des millions de morts. Quand il y a un problème de gestion énergétique en Chine, c'est des famines monstrueuses par rapport à l'Europe. L'Europe, c'est en permanence des conflits. Alors, on en a eu des énormes récemment au siècle dernier, mais en général, ce sont énormément de petits conflits, alors que la Chine, c'est un calme quasiment constant, avec des conflits monstrueux qui ensuite s'arrêtent et il va y avoir continuité avec du calme. Pas de guerre. Donc voilà la différence. Alors le Chinois, quand il est à la conquête du monde, il n'est pas à la conquête du monde comme l'Européen pour s'enrichir. Quand Cortés ou les autres partaient, je parle d'eux, mais on peut aussi parler des marins anglais qui partaient à la conquête des Amériques pour s'enrichir et pour créer des ports et des zones où on pouvait exploiter, prendre des matières premières pour devenir puissant et éviter de se faire concurrencer par d'autres puissants pays. En Chine, ce n'est pas du tout la même motivation. Quand le Chinois va à la conquête du monde, ce n'est pas, alors maintenant un peu quand même pour récupérer des matières premières, mais à l'époque, quand la Chine s'est formée, ce n'était pas pour prendre de l'énergie aux autres pays, c'était une conquête symbolique qui était en vérité faite pour occuper le peuple chinois et bien géré et l'occuper dans un travail communautaire qui était un travail qui avait principalement pour but la socialisation. Et quand, vers les années 1400, les Chinois avaient commencé à créer une énorme flotte pour aller dans l'océan, dans la mer de Chine, et après dans l'océan Indien, et aller jusque sur les côtes africaines pour générer des contacts commerciaux, c'était moins pour récupérer des épices et des matières rares qui pouvaient les enrichir, et c'était plus pour vendre des productions manufacturières un peu inutiles, mais très bien faites, qui étaient à la base faites pour occuper les petites mains chinoises à travailler dans ces manufactures et à les enrichir un petit peu, mais dans le but surtout de les maintenir dans une activité sociale. Donc il n'y a pas une quête pour l'enrichissement, mais il y a une quête pour continuer à vivre en Chine, dans un pays où tout est réglé et où la vie communautaire se passe sans friction. N'oubliez pas cette petite pensée de Confucius, qui est d'une grande profondeur pour comprendre l'esprit chinois. Un village, une ville bien gérée, est une ville où les gens entendent chanter le coq de la ville d'à côté et n'y sont jamais allés. Pourquoi ? Parce qu'ils sont très bien chez eux et ils n'ont pas besoin d'aller à l'aventure chercher une meilleure vie et à ce moment-là d'aller dans le village d'à côté. Le Chinois aime vivre où il est. Alors maintenant, évidemment, ils viennent en France, alors avant Covid, pour acheter des sacs Louis Vuitton, mais ça reste que du folklore. Le Chinois travaille
avant tout pour s'intégrer socialement dans sa communauté et moins pour s'enrichir. Alors, il aime l'argent, il aime s'enrichir, il aime avoir une qualité de vie qui augmente. On a une grosse classe moyenne actuellement, mais bien sûr, ce n'est pas conçu comme une espèce de prédation obsessionnelle que l'on peut voir en Europe et qui est générée par cette culture du blé qui a forgé la mentalité européenne, associée bien sûr à ces ensembles de langues différentes qui ont chacun une écriture différente qui ne peut être comprise que par une aristocratie de diplomates ayant été formés à la maîtrise des langues étrangères ou avant, comme dans le passé en Europe, à la maîtrise du français, langue très compliquée qui ne pouvait être que parlée et écrite et apprise par l'aristocratie diplomatique qui était l'aristocratie qui en vérité régulait les échanges énergétiques entre les États et souvent était un peu incapable de bien la réguler vu qu'il y avait beaucoup de guerres et de conflits énergétiques et territoriaux entre les États qui ont toujours des causes énergétiques. Les conflits ont toujours des causes énergétiques. Voilà. Donc c'est intéressant de comprendre comment ça fonctionne. Et la grande conquête actuelle de la Chine, on voit apparaître une Chine extrêmement conquérante. Elle n'est pas dans une conquête pour s'accaparer réellement les puissances énergétiques que l'on trouve sur les terres du monde, mais avant tout pour pouvoir diffuser ses productions manufacturières que les États du monde entier lui achètent. Et elle a décidé d'être la grande usine du monde pour produire pour le monde entier, non pas dans le but de s'enrichir parce qu'elle va échanger avec ses produits, comme les produits conçus et manufacturés en Chine, mais surtout pour occuper son peuple et sa classe moyenne dans des travaux qui lui permettront de maintenir leur niveau actuel, qui est un niveau qui commence à être correct, mais ce n'est pas une quête de richesse et une quête de domination, c'est une quête, une conquête du monde pour maintenir en place sans trouble sa classe moyenne et ses petites mains pour éviter des troubles sociaux en Chine si jamais les usines ferment. Donc le but de la Chine dans sa conquête du monde, ce n'est pas de ramener des richesses et de conquérir le monde, c'est avant tout de maintenir au travail toute sa population pour éviter de voir des troubles sociaux. Et le Parti communiste chinois et les Chinois savent très bien que ces troubles sociaux qui sont sporadiques, beaucoup plus avec des distances de troubles beaucoup plus éloignées qu'en Europe, mais sont extrêmement violents et génèrent des révolutions et des famines qui génèrent eux-mêmes des millions de morts. Et ils le savent très bien. Donc ils sont dans cette conquête du monde, une espèce de conquête du monde soft, qui a pour but de maintenir le travail en Chine et non de posséder des terres et d'asservir les hommes. Ceci dit, ils vont quand même en Afrique ou ailleurs et ils essayent de s'imposer là-bas pour pouvoir avoir la possibilité de continuer à faire travailler avec les matières premières qu'ils prennent en Chine le peuple chinois et de leur faire exporter après toutes leurs babioles dans le monde entier. Ça, c'est la mentalité chinoise où l'enrichissement n'est pas fait pour se glorifier et montrer sa puissance pour pas se faire bouffer par les autres dans son propre pays, mais pour maintenir le calme et la sérénité dans un grand État uni par cette culture du riz, par cette caste des fonctionnaires et par cette écriture si particulière pour nous, si étrange pour nous, les Occidentaux. Voilà, petite vidéo sur la Chine, je pense que j'ai tout dit. Voilà. Je regarde encore s'il y a d'autres choses à dire sur la Chine. Non, voilà. C'est intéressant de voir qu'il n'y a pas vraiment de caste bourgeoise en Chine. Alors, dernier petit apport à cette vidéo, si elle ne coupe pas, c'est de comprendre que la Chine a toujours pensé comme ça, et pour bien comprendre que
Pour la Chine, ce n'est pas l'enrichissement personnel qui compte, et même pour les milliardaires chinois, les millionnaires, ce n'est pas leur enrichissement personnel qui compte, ils se conçoivent comme appartenant à une communauté et un groupe, hein, ce qui compte parce qu'ils ne se bouffent pas la gueule réellement les uns avec les autres, comme on peut voir en Amérique ou en Europe. Hein. Les entreprises se bouffaient la gueule. Hein. En Chine, ils appartiennent à un même groupe et ils se battent pour la Chine. Et petite histoire intéressante, la Chine, vers 1400, avait la plus grande flotte du monde, et cette flotte était une flotte commerçante avec des bateaux, à l'époque où les Portugais et les Espagnols avaient des bateaux de 30 mètres de long, les Chinois avaient des bateaux qui arpentaient la mer de Chine, qui arpentaient l'océan Indien et allant jusqu'en Afrique, qui mesuraient 100 mètres, 100 mètres de long, d'énormes bateaux qui bien sûr ne traversaient pas des océans comme les bateaux espagnols ou portugais, qui longeaient plutôt les côtes, puisque la géographie fait qu'on peut passer le long des côtes et sans traverser des océans. Donc ce sont des bateaux qui sont différents, mais qui avaient 100 mètres de long, et ils avaient commencé à générer une énorme flotte commerciale dans le but principal, effectivement, de ramener des denrées, des fois rares, en Chine, mais avant tout d'exporter tous les produits manufacturiers chinois, qui sont souvent de la porcelaine peinte, inutile mais très belle, des objets très finement ciselés, vous savez, comme font les Chinois, on les voit souvent travailler d'une façon très méthodique, un peu partout, et les échanger contre des matières premières, comme but principal. C'était pas les richesses qu'ils récupéraient, mais c'était de maintenir un travail en Chine. Et l'empereur chinois, un jour, a décidé, avec bien sûr l'aide et les conseils de ses fonctionnaires, de détruire complètement la plus grande flotte commerciale du monde et de la saborder, de la couler. Pourquoi couler cette grande flotte qui permettait à la Chine de s'enrichir et de capter de l'énergie et des denrées un peu partout? Pour la bonne raison que la Chine bien gérée n'avait pas besoin de récupérer plus d'énergie qu'elle en avait. Elle avait juste besoin de faire travailler sa masse de producteurs, tout simplement parce qu'elle voyait naître une classe de marchands, classe des marchands que les fonctionnaires et les aristocrates et surtout l'empereur voyaient d'une façon très intelligente comme leurs premiers concurrents et un risque de déstabilisation de la Chine par l'arrivée de cette caste commerçante qui allait s'infiltrer et qui allait prendre le pouvoir et déstabiliser peut-être le grand empire chinois. Et ils ont décidé, avant qu'elle prenne de la puissance, de détruire cette flotte qui avait elle-même été commandée par l'empereur, par la Chine. Donc c'est très intéressant de comprendre la mentalité chinoise. Ils ne bossent pas pour les mêmes raisons, ils ne cherchent pas l'enrichissement pour la même raison que les Européens. L'Européen est un obsessionnel de l'enrichissement, et je sais de quoi je parle, je suis européen, pour la bonne raison que l'Européen a peur d'être à la rue, a peur de tomber, a peur de se faire bouffer par la concurrence, et plus il s'enrichit, plus il détruit la concurrence, et plus il se maintient parce qu'il sait qu'il peut tomber à cause de la concurrence qu'il y a partout. Concurrence qui génère plein d'idées aussi. Le chinois ne fonctionne pas comme ça, il ne pense pas de la même façon. Donc comprenez la conquête chinoise actuelle dans le monde, non pas comme un besoin de conquête et d'enrichissement, mais comme un besoin pour la Chine de stabiliser totalement sa population en la maintenant au travail, dans des activités manufacturières ou autres de production, pour lui permettre de vivre sainement et correctement. Le chinois n'a pas comme but de s'enrichir, il ne rêve pas des mêmes choses que l'Européen. Il ne conçoit sa vie que dans la bonne intégration à sa communauté. L'Européen ne conçoit sa bonne intégration dans sa communauté que par l'enrichissement et l'enrichissement maximum. Voilà, ce qui les rend complètement névrosés, mais ce qui leur permet aussi d'innover et de créer tant de choses fantastiques qui permettent à l'humanité de se développer et qu'ils vont négocier à bon prix avec les Chinois qui, même si le Chinois invente,
le chinois invente à un rythme beaucoup plus lent que l'occidental, parce qu'il n'a pas cette pression et cette concurrence interne qui est propre aux sociétés occidentales. Je dis aux sociétés occidentales, c'est la France et les États-Unis, c'est la France, c'est l'Europe et les États-Unis, bien sûr. Mais il y a des différences quand même entre les sociétés, et j'en parlerai plus tard. Voilà, petite vidéo de 40 minutes, c'est la deuxième, je suis un peu fatigué, c'est la deuxième de la soirée parce que la première a bugué, voilà. La première était peut-être mieux, mais j'espère que j'ai tout dit pour vous faire comprendre comment fonctionne la Chine. J'espère pas avoir des milliers de vues, mais j'espère que ceux qui me suivront comprendront un peu comment fonctionne la Chine et comprendront que les cours que je donne à travers mes vidéos sont des cours de haute valeur, des cours d'enseignement supérieur qui sont faits pour élever les hommes et les libérer des croyances et des dogmes faux. Voilà, des croyances et des dogmes faux. Les croyances peuvent être justes, des fois fausses. Voilà, voilà, c'était Fred Delavier. Voilà, dernier plutôt, vous m'avez demandé sur la dernière vidéo où on pouvait se fournir mes t-shirts. Alors, vous avez mes t-shirts, hop, voilà, voilà, beau t-shirt d'occasion. Pour l'occasion, j'ai mis mon beau t-shirt. Alors, vous pouvez aller chercher les t-shirts Delavier Gym en russe, ou il y en a bien d'autres, j'en ai plein de différents, sur delavier-shop.com, si vous voulez les avoir. Voilà, et puis l'éveil des consciences, si vous ne l'avez pas, c'est le livre qui vous permettra de comprendre le fonctionnement du monde, et comme je l'ai développé dans cette vidéo, vous voyez que on peut comprendre le développement du monde, le comprendre réellement, le fonctionnement du monde, le comprendre réellement, qu'en comprenant la cause des effets, les causes des effets, et vous vous apercevez toujours que c'est l'énergie qui est derrière tout et la façon dont l'énergie est prise, récupérée, échangée. Et c'est en comprenant les échanges énergétiques que l'on comprend l'évolution de l'homme et l'évolution des sociétés humaines et l'évolution du monde. Voilà, c'était Fred Delavier, je vous aime et paix sur terre.